Anne-Sophie, est-ce qu'on m'entend bien? Marie, Madame Gauvreau aussi, on m'entend bien? Parfait. Donc, bonsoir tout le monde. Cette conférence portera sur les façons dont nous pouvons aménager ensemble les écoquartiers en mouvement. Donc, plus précisément, des infrastructures favorisant la mobilité active, les transports collectifs pour des écoquartiers animés et dynamiques. On a des invités de choix ce soir, mais avant, tout d'abord, je veux simplement vous remercier d'être ici et d'avoir été patient avec nous pour ce beau problème technique. On est en collaboration, le CRE de Laval, avec Coalition Climat Laval et Laval en transition. Je vais laisser Paul-André Dagenet et Mathieu Corriveau vous laisser un petit bonjour en premier. Messieurs. Okay. Donc, bienvenue à tous. Désolé pour ce petit problème technique. Au nom de Coalition Climat Laval et de ses partenaires à l'événement, le Conseil régional de l'environnement de Laval, Laval en transition, et également avec le support de la Société de transport de Laval, la STL, on vous souhaite la bienvenue à cette 4e conférence sur les écoquartiers. Pour vous introduire, Coalition Climat Laval, c'est un organisme qui milite pour la carboneutralité et on met en réseau, on informe les citoyens et tous les acteurs de la grande transition socio-économique nécessaire des moyens, en fin de compte, d'atteindre ou d'assurer l'atteinte de la carboneutralité. La conférence d'aujourd'hui, c'est justement un bel exemple d'organismes qui collaborent ensemble et qui sont en mesure de stimuler la réflexion, le dialogue sur des façons concrètes, des projets positifs pour assurer l'atteinte de la carboneutralité. De notre point de vue aussi, on est convaincu que tous les projets d'écoquartiers ou de nouveaux quartiers devraient être des projets d'écoquartiers exemplaires et on est convaincu également que juste un instant, on est convaincu que les quartiers existants devraient également cheminer dans des modèles d'écoquartiers. Et si c'est le cas, ça transforme notre ville, Laval, en une ville qui devient une ville de modèle écologique. Donc, sur ce, chers participantes et participants, je vous souhaite une très bonne conférence. Merci. Bonjour à tous et bienvenue à cette 4e conférence. Merci, comme disaient mes collègues, là, merci pour votre patience. Il y a eu quelques problèmes, mais on va finalement vous présenter cette 4e conférence. Mon nom est Paul-André Dagenet, je suis co-porte-parole de Laval en transition, un mouvement citoyen indépendant et non partisan qui vise à outiller les citoyens afin de développer des initiatives concrètes pour ancrer la transition écologique dans notre vie de tous les jours. Ceci afin de développer une culture régénératrice et faire en sorte que notre empreinte écologique soit la moins élevée possible. Nous avons également mis en place la caravane de la transition, qui se veut un lieu où tous et chacun peuvent partager ses idées, ses projets pour son quartier, pour sa ville, et faire en sorte qu'ensemble, nous puissions bâtir une ville plus résiliente et plus solidaire. Il en va de l'effort de nous tous. Je vous souhaite bonne conférence. Merci beaucoup à Mathieu. On va changer d'écran. Je vais aller faire un autre côté. Génial, ça devrait pouvoir fonctionner. Donc, merci beaucoup pour cette introduction. J'en profite aujourd'hui, en cette journée spéciale. Donc, on tient à reconnaître en cette journée nationale de la vérité et de la réconciliation.
les terres sur lesquelles nous sommes présents aujourd'hui. Donc, on est rassemblés sur un territoire traditionnel non cédé des Mohawks, qui a longtemps servi de lieu de rassemblement et d'échange entre les nations. Donc, c'est dans le respect des liens avec le passé, le présent et l'avenir que nous rendons hommage aux peuples autochtones et reconnaissons leur relation continue avec les autres personnes de la communauté lavalloise et de l'environnement. Donc, quelques petites instructions techniques, on ne s'attardera pas parce qu'on sait comment ça fonctionne. Pas de micro durant la présentation. Déjà que les notes ne fonctionnent pas très bien. Ensuite, on vous invite par le chat à donner vos questions et vos commentaires tout au long de la présentation. On va avoir une période à la fin où on va prendre vos questions. On va essayer d'en prendre le plus possible. Et vous pourrez peut-être même les poser vous-même. Donc, sans plus tarder, on est heureux d'être entouré d'experts ce soir pour une super conférence. Nos premiers invités sont Mme Christine Gauvreau, M. Ali Aloui et Mme Anne-Sophie Arroy, de la STL. Donc, Mme Gauvreau est directrice principale de la planification et du développement du réseau de la Société de transport de Laval, urbaniste de formation avec une spécialisation en modélisation des transports. Elle supervise les équipes en charge du suivi de l'achalandage et de la valorisation des données, de la confection des horaires et assignation, ainsi que du développement du réseau d'autobus. Monsieur Louis est chef du développement des services à la STL. Il est en charge du développement du réseau à moyen et long terme de la STL. Oui, bien sûr, c'est ça. Donc, son équipe est appelée à collaborer étroitement avec les partenaires externes, tels que la Ville de Laval, la RTM, et dans le cadre de PPU ou de projets d'envergure comme le REM et le SRD de P9. Il est également responsable de l'amélioration de la desserte des parcs industriels et des entreprises sur le territoire lavallois. Nous avons aussi Mme Anne-Sophie Arroy, qui est conseillère communication et des affaires publiques à la STL. Donc, on aura une présentation d'une vingtaine de minutes de la part de la STL pour commencer. Puis ensuite, M. Pierre Barriot sera avec nous. M. Pierre Barriot est président de Gris Orange Consultant. Il est titulaire d'un baccalauréat en sociologie de l'UQAM, une maîtrise en études urbaines à l'INRS UCS, et un doctorat en études urbaines à l'UQAM, portant sur la prise en charge de la modernisation des trains de banlieue montréalais pour l'État. Et en 2012, M. Barriot a obtenu la certification Lead Green Associate. Donc, commençons par la STL. Madame Gauvreau, Monsieur Aloui, la parole est à vous et l'écran aussi. Oui, je vais juste préciser, on a un petit problème technique, nous, de notre côté. Donc, ça va être Christine Gauvreau qui va faire la présentation complète. Puis, je vais être là en support pour répondre aussi aux questions tout à l'heure s'il y en a. Je pense qu'on va les garder pour la fin de la présentation. Donc, je vais partager mon écran. Excellent. Vous m'entendez bien? Parfait. Bien, merci beaucoup, Mme Goulet, pour la belle présentation. Effectivement, je devais faire cette présentation-là en mode partagé avec mon collègue Ali Aloui, mais nous aussi, on a eu des petits pépins techniques et Ali est présent, mais n'arrive pas à s'exprimer, puis on ne peut pas le voir non plus. Donc, je vais faire la présentation seule, une présentation qui devrait durer une vingtaine de minutes. Par après, on va céder la parole à M. Barriot. Alors, je voulais vous dire merci de nous accueillir à cette conférence Aménageons ensemble les écoquartiers en mouvement. Alors, évidemment, on va parler ici de transport et d'écoquartiers, mais en ce qui nous concerne, ce sera évidemment de transport collectif par autobus et d'écoquartiers. Alors, Anne-Sophie, si tu peux passer au menu. En fait, ce que nous, on voudrait faire là, quand même assez rapidement, c'est de vous présenter la STL en quelques mots, de voir avec vous l'évolution du transport collectif, la STL dans la ville de Laval, vous parler rapidement aussi là, de notre route, ou du moins du chemin que l'on parcourt en ce moment qui va nous amener à l'électromobilité, finir la présentation avec un certain nombre d'enjeux qu'on rencontre là, avec la pandémie, et comment on voudrait adapter le service par rapport à ce qui s'en vient dans l'avenir. Dans un premier temps, et là c'est Anne-Sophie qui va bien m'aider là-dedans, on aimerait faire un petit test avec vous. Je crois qu'il ne suffit que de mettre votre téléphone pour capter le code QR que vous voyez à l'écran, et ça nous permettrait, si vous répondez aux questions là, que vous allez voir là, sur le sondage qui va vous être acheminé, de savoir un peu là, à quel type d'audience on s'adresse. Donc, les gens procèdent, puis Anne-Sophie, tu vas nous revenir avec les résultats. On prend quelques minutes.
Mais effectivement, on se fait dire dans le chat qu'on est sur notre téléphone. Oh, est-ce que mon son est redevenu en écho? Oui, on dirait. OK. C'est peut-être à cause de moi, Myriam. Non, je pense que c'est ici. Est-ce qu'on a des résultats? Est-ce que vous voyez le résultat à l'écran? Non, c'est toujours le Ah même. non, ok, c'est ça n'a pas marché. Ah, ok. Alors, attendez. Bon, ça va mal. Ok. On voit le résultat sur notre téléphone. Ah, ok, c'est ça. Bon, ben écoutez. Ah, c'est moi qui... Ok. Bon, c'est parce que j'ai partagé seulement ma présentation et pas mon écran au complet, donc c'est de ma faute. Alors, je vais juste vous les donner de vive voix. On a un 69% pour du occasionnellement, 23% jamais et 8% souvent. Donc, majorité d'entre vous qui êtes ici aujourd'hui, qui prenez occasionnellement le transport en commun à Laval. Donc, effectivement, des gens qui connaissent les services de la STL, peut-être pas à fond, mais certainement, on l'a essayé en grande majorité. Super. Excellent. Bien, merci beaucoup. Donc, la STL en bref, allons-y tout de go. En fait, c'est vraiment en bref ce que vous voyez ici. C'est beaucoup plus de choses que ça, évidemment, la STL, mais globalement, c'est une société de transport qui transporte près de 20 millions de déplacements par année, avec des hausses assez spectaculaires là, au cours des dernières années, des hausses d'achalandage qui sont évidemment liées au fait que la ville de Laval est une ville dynamique, une ville qui est en croissance, et nous, on accompagne cette croissance-là en transportant là, les différents clients qui veulent se déplacer via nos services. Évidemment, ce 20 millions-là, vous comprendrez que c'était avant la pandémie. On va revenir un petit peu plus loin dans la présentation pour vous parler un peu des achalandages qu'on a maintenant. Mais donc, c'était les statistiques qu'on avait en 2019. Réseau d'autobus aussi qui est composé de 47 lignes d'autobus, 17 lignes accessibles qu'on rend disponibles à nos clients qui ont des fauteuils roulants et 14 lignes de taxi collectif. Peut-être si tu pouvais passer à la suivante, Anne-Sophie. Je ne suis pas certaine qu'on voit clairement, mais dans les faits, sur la carte réseau, là, on voit des petites lignes qui sont mauves. Ce sont nos lignes de taxi collectif. En fait, l'essence même de l'intention de mettre la carte ici, c'est de vous présenter là, dans les grandes lignes le réseau. Le réseau est fortement architecturé sur les grands axes lavallois. Donc, on a un fort service sur des Laurentides, sur Concorde, sur Notre-Dame, sur Curie-Labelle et sur Corbusier, évidemment. Ce sont nos axes structurants. Pour le reste, nos lignes sont des lignes qu'on considère plus locales, qui vont aller chercher les clients dans les différents secteurs et s'acheminer la plupart du temps vers des stations de métro. Et les services de taxi collectif sont des services qu'on met dans des secteurs qui sont vraiment peu densément développés ou qui sont carrément pas praticables avec des autobus, où là, on met en place des services de taxi collectif pour stimuler la demande et faire en sorte qu'éventuellement, quand la trame de rue est adéquate pour des autobus ou quand l'achalandage est suffisant, bien là, on peut mettre des services d'autobus pour aller desservir les quartiers qui ont évolué. On pourrait passer à la suivante. Donc, nos principaux objectifs dans notre plan stratégique, évidemment, l'intention qu'on a toujours, nous, c'est de voir croître notre achalandage. Donc, on met tout en place pour faire en sorte d'attirer le plus possible les Lavallois dans nos services. Et évidemment, on a aussi un grand objectif là, qui est de réduire les émissions de gaz à effet de serre. On va le voir un petit peu plus loin là, comment on arrive à nos fins, mais c'est 45% d'ici à 2028. Évolution du transport collectif à Laval. Bon, ici, on a voulu faire une ligne du temps pour vous présenter un peu d'où on part, la STL. La STL a été créée en 1971. Auparavant, c'était une commission de transport. Donc, à partir de 1971, on était la Société de transport de Laval. On fête d'ailleurs notre 50e anniversaire cette année de création. Bon, si je suis rapidement là, ce que vous voyez à l'écran dans les grandes lignes, bon, autour des années 80, on a intégré aux activités de la Société de transport du transport adapté, certaines dessertes de résidences, certains services de taxi collectif dont j'ai parlé un petit peu plus tôt.
Autour des années 90, est arrivé l'intégration, les titres intégrés qui permettaient aux clients de voyager autant sur le réseau de la STL que, par exemple, sur le réseau de la STM avec un titre intégré, donc qui était moins cher que d'acheter des titres du côté de la STL et un autre titre du côté de la STM. Et ça a vraiment stimulé l'achalandage. Donc, on a, nous, vu sur nos autobus une hausse assez spectaculaire de l'achalandage. Par après, un petit peu, je vais enlever mon écran. Par après, on a implanté, là, avec cet achalandage-là nouveau, on a élargi le réseau. Il y a eu un grand exercice là, qui a été fait dans les années 90, 96, pour être précis, 98, de changement de certains tracés pour mieux desservir des grands générateurs comme le Cégep Montmorency. Et en parallèle, on mettait en place des chantiers d'amélioration de la qualité de nos services. Donc, sans compter les ajouts de services, on voyait aussi à s'assurer que la qualité du service était présente. Donc, on a mis en place des garanties qualité, des engagements là, sur nos services. En 2007, grand changement, je vais y revenir un petit peu plus loin, là, mais grand changement au niveau de nos pratiques de transport des personnes à Laval là, en autobus, parce que dans les faits, est arrivé en avril 2007, 3 stations de métro sur le territoire de Laval. Et là, encore là, un exercice important de révision du réseau. Typiquement, nos lignes étaient à 90% se destinaient à Montréal au terminus Henri Bourassa. Il y en avait quelques-unes qui se destinaient du côté de Côte-Vertu. Mais donc, avec 3 stations qui arrivaient à Laval, on s'est trouvé à changer radicalement là, le mode de fonctionnement du réseau d'autobus. Mais je vais y revenir, comme je disais, un petit peu plus loin. Autour des années 2010, en fait, c'est en 2009, pour être plus clair, qu'on a implanté un service de système d'aide à l'exploitation en temps réel, ce qui fait en sorte que quelques années après, on a branché un système d'information en temps réel aux clients sur notre système d'aide à l'exploitation, ce qui faisait en sorte que les gens pouvaient avoir de l'information en temps réel sur l'arrivée de leurs autobus, les retards qu'on pouvait avoir sur certains voyages. Donc, une information en temps réel, c'est aussi précieux là, pour les clients là, quand on veut se déplacer en transport en commun. 2016, vaste projet d'implantation de mesures préférentielles. Vous avez probablement vu pousser des voies réservées sur certains axes à Laval, avec aussi implantation de TSP, Transit Signal Priority. En fait, c'est des systèmes qui permettent aux autobus de communiquer avec les feux de circulation. Maintenant, tous nos autobus sont équipés de ces systèmes-là et ils communiquent avec à peu près 90% des feux de circulation pour pouvoir avoir en fait, une extension des verts et un raccourcissement des feux rouges, donc ce qui fait en sorte qu'on a des temps de parcours qui sont plus avantageux avec ces systèmes-là. Il y a eu aussi, là, depuis les années 2000, je vous dirais 15-16, un changement aussi là, du côté de la ville de Laval qui a publié plusieurs documents là, pour faire valoir sa vision de l'aménagement. Repensons Laval, un plan d'urbanisme, évidemment, le schéma d'aménagement, ce qui a fait en sorte que nous, on a été mis fortement en contribution, en collaboration avec la ville pour desservir adéquatement là, les Lavallois par rapport aux ambitions d'aménagement de la ville. Autre jalon d'importance, création de la RTM tout récemment, ce qui fait en sorte que le rôle de la STL change un peu. On est maintenant plus des opérateurs. La RTM est celle qui chapeaute la vision stratégique d'aménagement dans la région métropolitaine. Tout ce qui est tarification, tout ce qui est revenu maintenant est géré par la RTM et nous, on se trouve à avoir un rôle d'opération des services. Donc, c'est un changement qui est quand même assez important. Autre événement d'importance, l'implication de la CDPQ dans des projets structurants de transport, notamment le REM, on en entend tous parler. Ça aussi, c'est un changement d'importance. Le REM va arriver dans quelques années et ça va encore là susciter un certain nombre de changements sur le réseau d'autobus pour qu'on puisse permettre à nos clients de pouvoir se rendre jusqu'aux stations du REM. Il y en aura 2 à Laval, mais il y en aura aussi une à Bois-Franc qui sera d'intérêt à desservir parce que c'est un axe qui est intéressant pour se rendre vers le centre-ville. Et pour finir, maintenant, les années 2020, 2021, maintenant, on était déjà, juste avant la pandémie, à travailler sur l'amélioration des déplacements internes. C'est un reproche qu'on entend souvent par rapport aux services de la STL qui sont fortement axés sur des rabattements vers les stations de métro. On avait mis en place un plan d'amélioration des fréquences de nos services. L'intention étant de faire en sorte que les services, en fait, que les fréquences hors pointe soient plus élevées. On a fait un premier petit bout, mais est arrivée la pandémie par après et on a dû tout stopper.
Mais je vais revenir un petit peu plus loin. On voudrait bien relancer là, ces planifications-là qu'on avait là, dans la mesure du possible, mais on va y revenir un petit peu plus tard. Je vous disais qu'on referait un rapide retour là, sur les différentes initiatives d'aménagement par rapport au transport collectif. Nous, on accompagne l'évolution de la Ville de Laval, les différents développements qui se font, les écoquartiers qui se développent. Donc, on accompagne la Ville de Laval là, qui passe tranquillement de banlieue à ville urbaine. On constate, comme tout le monde, qu'il y a de fortes densifications de certains secteurs, surtout ceux qui sont avoisinants des grandes infrastructures. On pense aux différents PPU que la Ville a élaborés au niveau des gares de train, PPU Centre-Ville aux environs de la station Quartier, je veux dire Montmorency, PPU Quartier aussi près de la station Quartier du même nom. Donc, nous, on accompagne ces différentes initiatives-là, puis on voit à ce que le transport collectif par bus puisse être un complément là, par rapport aux différents aménagements qu'on prévoit autour des stations de mode lourd. Donc, c'est une chose de pouvoir habiter près d'un mode lourd, mais il faut quand même pouvoir se déplacer à l'intérieur de la ville pour d'autres besoins. Donc, il y a une espèce de coordination qui est à prévoir là-dedans et on travaille ça de concert avec la ville. Et tout récemment, la ville, d'ailleurs, a créé un bureau de la mobilité durable qui fait en sorte que pour nous, le travail là, devient de plus en plus étroit là, avec la ville parce que auparavant, on avait à travailler avec plusieurs directions de la ville, mais maintenant, on a une espèce de guichet unique avec le bureau de la mobilité durable et ça fait en sorte que c'est encore plus facile de travailler en collaboration avec la ville de Laval. Je vous disais aussi que je reviendrai sur l'aménagement, en fait, les changements qu'on a faits sur le réseau avec l'arrivée du métro à Laval. Effectivement, ça a été de grands changements pour les Lavallois et pour la STL aussi. Dans les faits, nous, on s'est trouvé à perdre des clients parce qu'autour des stations de métro, les gens se trouvaient à marcher vers les stations de métro, donc à délaisser un certain nombre de services d'autobus pour se rendre jusqu'aux différentes stations de métro. Mais à plus long terme, ça a été très profitable pour l'ensemble du transport collectif à Laval. L'arrivée du métro a vraiment stimulé l'achalandage en général du transport collectif et on y a trouvé notre compte aussi. Là, donc, c'était vraiment quelque chose de très heureux pour le transport collectif. En route vers l'électromobilité, donc, en fait, la STL se trouve être un leader en électrification au Canada. On a pour objectif, nous, qu'à partir de 2025, les nouveaux véhicules dont on fera l'acquisition seront propulsés là, par l'électricité. Donc, l'acquisition des véhicules hybrides achève. Les véhicules électriques s'en viennent. On en a déjà une dizaine, en fait, on en a même 11. Parce qu'on en avait acheté un au tout début. C'était vraiment un prototype qu'on a fait rouler un peu, là, mais qui nous a permis d'apprendre beaucoup là, sur la capacité des véhicules électriques. Mais les 10 qu'on a maintenant qui circulent dans les rues lavalloises, vous en avez probablement vu quelques-uns, ont des autonomies entre 250 et 300 km. Ce qui est passablement moins que des autobus hybrides, mais ce qui est quand même assez intéressant et qui nous permet là, de faire quand même une bonne partie là, du service qu'on est capable de mettre en place. On serait capable de le faire par des autobus électriques. Donc, chaque bus électrique évite l'émission de 70 à 80 tonnes de GES par année, ce qui est effectivement intéressant et ce qui n'est pas négligeable. Donc, tranquillement, on s'en va vers une flotte complètement électrique, tranquillement, mais sûrement. On a ici une petite vidéo qu'on aimerait vous montrer. Fait que je te laisse le piloter, Anne-Sophie. À la STL, on carbure tous à l'énergie positive. Et ça se traduit par l'implantation d'un parc d'autobus urbains 100% électrique. Venez voir ça. Bonjour, Jonathan. Salut, Lise. Merci de nous accompagner dans ce tour guidé 100% électrique. Ça me fait plaisir. Es-tu prête? Oui, allons-y. La première grande différence que je constate, c'est la diminution du bruit. C'est vraiment agréable de se déplacer avec moins de pollution sonore. Et toi, Jonathan, avec le nombre d'heures que tu passes dans ton autobus, tu dois l'apprécier encore plus, ce niveau sonore-là? Oui, c'est vraiment agréable de passer la journée dans ce type de véhicule-là. On remarque qu'il y a moins de bruit, autant à l'intérieur qu'à l'extérieur de l'autobus. Et ça va augmenter la qualité de vie des citoyens. Le fait d'avoir un moteur électrique élimine beaucoup de vibrations qu'il y avait dans l'autobus. Ça rend les déplacements beaucoup plus confortables. Oui, avant, on sentait beaucoup plus la vibration du véhicule. Maintenant, on a l'impression de filer sur la route
La conduite est douce, et ça, la clientèle l'apprécie vraiment. En plus, ça fait moins de pollution, donc plus d'air frais. Ça paraît que la STL veut garder le cap pour offrir un transport collectif plus écologique au Lavallois. Je débarque ici. Merci pour tout, et au plaisir de se recroiser. À la prochaine. Bye, bonne journée. Notre objectif est que d'ici 2040, tous les autobus soient électriques. Pour les Lavallois, ça veut dire un transport collectif de meilleure qualité et écologique qui s'inscrit en développement durable. À la STL, on carbure tous à l'énergie positive. Super. Donc, pour la suite, enjeux dus à la pandémie, effectivement, en fait, on n'est pas les seuls. Hein, je ne vous apprendrai rien que ça a été un grand choc de vivre la pandémie. Pour nous, ça constitue une baisse d'achalandage importante, de près de 60 de baisse. Donc, il restait bien peu de personnes à bord des autobus. Pour l'instant, on est dans une remontée progressive depuis quelques mois. Au fur et à mesure qu'on déconfine, au fur et à mesure qu'on revient à une certaine normalité, on voit revenir nos clients. Là, en ce qui concerne les écoles, le retour est presque complet, les cégeps, les universités, les écoles secondaires. Donc, ça fait en sorte que de ce côté-là, on est presque revenu à 100 %. Mais évidemment, il n'y aura pas de retour de ce qu'on voit dans nos boules de cristal à 100 % là, des travailleurs, parce qu'il y aura le télétravail qui va rester implanté. Et ça va faire en sorte qu'il va falloir comme un peu se redéfinir, revoir un peu comment on dessert les clients, parce qu'il y a des grands changements qu'on est en train de vivre, mais qui vont rester là, par après, avec la pandémie, là, qui va nous quitter, on l'espère bientôt. Il y a aussi évidemment un phénomène qu'on voit en ce moment, qui est le retour à l'auto en force. Là, les gens utilisent leur voiture plus parce qu'il y a de la place pour l'utiliser et nous, ça nous fait mal aussi, là, parce que c'est plus facile d'utiliser la voiture parce qu'il y a moins de congestion. Je vais juste prendre un petit peu d'eau. Et bien, évidemment, par rapport aux baisses d'achalandage, il y a un certain nombre d'enjeux de financement qu'on voit, en fait, dans lesquels on est déjà, puisqu'il y a des pertes de revenus qui sont liées justement au fait qu'il y a moins de personnes qu'on transporte. Dans ce sens-là, et il est temps que j'achève parce que je suis en train de perdre la voix, dans ce sens-là, on se voit, là, nous, intéressés et amenés là, à regarder les choses autrement, à voir comment on peut desservir nos clients autrement. Et ce qu'on met en valeur, là, en fait, ce qu'on comprend, c'est qu'il y a quand même des croissances démographiques qu'on voyait avant la pandémie et qu'on pense qu'ils vont revenir. On voit de plus en plus une propension dans la ville de Laval à s'autonomiser. Donc, de plus en plus, les gens se déplacent à Laval. Et on voit les pôles d'emploi aussi se développer beaucoup de plus en plus à Laval. Donc, ça, c'est les constats qu'on fait. Et par rapport à ça, ça nous amène à vouloir adapter notre offre de service pour faire en sorte de desservir ces nouveaux besoins-là. Donc, je l'ai dit un petit peu plus tôt, là, à voir à ce que les déplacements internes se fassent plus facilement. Donc, en mettant plus de fréquences pour faciliter ces déplacements-là à l'interne et aussi à faire en sorte que notre réseau desserve mieux les parcs industriels et les pôles d'emploi. Je crois que ça fait le tour et c'est tant mieux parce qu'effectivement, j'ai un petit chat dans la gorge. Je te laisse la parole, Myriam, pour la suite, ou je ne sais pas si c'est M. Barriot qui prend tout de suite. Oui, mais en fait, je profiterai de ce petit moment pour réintroduire M. Barriot, que j'ai oublié de mentionner quelques petits détails parce que c'est, ma foi, un professeur très accompli. Donc, je tiens à mentionner qu'il y a M. Barriot qui va nous présenter dans quelques petites minutes sa super présentation. Et depuis 2005, un enseignant à la planification des transports et l'urbanisme. Il partage son temps entre l'UQAM et l'Université de Montréal. Il siège également sur divers comités scientifiques. Et finalement, il est président de L'Île Orange, comme je le disais. C'est une firme de consultants, je l'ai eu, en urbanisme, patrimoine et mobilité innovante. Monsieur Barriot, merci beaucoup d'être là aujourd'hui. J'en rappelle aussi aux gens que vous pouvez écrire vos questions dans le chat. On va prendre vos questions à la fin de la présentation de Monsieur Barriot. Est-ce qu'on est capable d'avoir accès à la présentation? Vous m'entendez bien? Oui, merci. Parfait. Alors, bonjour tout le monde. Alors, bonjour aux citoyens de la ville de Laval et aussi ceux qui viennent de Outre-Rivière des deux côtés. Je veux aussi dire
un beau jour particulier à certains de mes anciens étudiants qui sont dans la salle. J'ai vu, entre autres, 2 anciens étudiants. Donc, toujours un plaisir de les voir et aussi de leur implication politique. Donc, est-ce qu'on pourrait avoir ma présentation à l'écran, s'il vous plaît? On va pouvoir faire un partage d'écran directement sur votre ordinateur. Tout le monde va pouvoir y avoir accès. Et voilà. On la voit en mode présentateur, par contre, en ce moment. Alors, je vais le sortir de mode d'affichage présentateur. Vous m'excuserez, je suis habitué à Mac et Keynote et non PC et PowerPoint. Alors, ça fonctionne maintenant? Ça fonctionne très bien. C'est parfait. Alors, la présentation qu'on vous a préparée aujourd'hui s'intitule « Les transports, la clé du succès des écoquartiers ». J'ai été aidé grandement par mon ancienne étudiante Nathalie Alturc, qui a aussi travaillé un bout pour mon entreprise, ainsi que d'autres membres de l'équipe qui m'ont aidé à monter le tout. Voilà. La présentation d'aujourd'hui va essayer de voir c'est quoi le lien fondamental entre les transports autant collectifs, actifs que la voiture, comme élément fondamental au succès des écoquartiers et l'outil principal pour aider les secteurs en développement, mais aussi les secteurs déjà développés à participer à la transition énergétique. Alors, juste un instant, j'ai des choses de Zoom qui cachent mon écran. Désolé. Voilà. Alors, les transports sont un des plus importants générateurs de gaz à effet de serre. En 2010, au Québec, les transports étaient responsables de 43% des émissions de GES. La deuxième partie, c'est l'industrie. Et ensuite, les bâtiments résidentiels, commerciaux et institutionnels, suivis de l'agriculture. Ce qu'il faut comprendre ici, fondamentalement, c'est que le levier transport est vraiment le levier principal où, au Québec, on peut améliorer grandement notre bilan écologique. Dans d'autres juridictions, par exemple aux États-Unis, en Europe, en Asie, leur situation, leur quantité de gaz à effet de serre est distribuée à travers plusieurs autres secteurs en plus grande importance, dû entre autres à la capacité de génération d'électricité qui, au Québec, est principalement, presque exclusivement en hydroélectricité et en éolien. Les usines au charbon, au gaz naturel et autres font en sorte qu'on a plusieurs champs où on peut travailler. Alors, à la Québec, on est pénalisé par notre vertu qui fait en sorte que là où on doit vraiment travailler, c'est uniquement le transport parce que notre bilan est quand même relativement positif dans les autres secteurs. Alors, les transports. Alors, il y a 2 façons qu'on peut améliorer le bilan environnemental de la mobilité humaine au Québec. Premièrement, il faut regarder à transformer les besoins de mobilité des gens en tant que tels. C'est ce qu'on appelle communément pas seulement la décarbonisation, mais la démobilité, c'est-à-dire diminuer les déplacements, diminuer le kilométrage. Il y a plusieurs personnes qui sont des gourous de cela, entre autres. Le télétravail est à la mode présentement, dû à la pandémie. Les conférences se font en virtuel. Peut-être parce que je suis sociologue, peut-être parce que je suis un urbain, mais pour moi, je ne crois pas fondamentalement à la diminution de la mobilité individuelle. Au contraire, l'être humain, pour moi, est un être social
Pour moi, l'avenir de l'humanité, c'est pas travailler dans son demi-sous-sol à Sainte-Marthe-sur-le-Lac devant son ordinateur 40 heures par semaine. Pour moi, au contraire, l'avenir, c'est le retour des villes, retourner au cœur, pas seulement de Montréal, mais au cœur de Laval, où les gens vont être capables d'interagir à nouveau. Parce que pour moi, fondamentalement, à quoi ça sert de l'humain d'être un être social si ce n'est que d'être collé devant un écran 60 heures semaine? Si au moins on est entouré de collègues de travail, bon, peut-être qu'on n'aime pas nos collègues, bon, mais ça, on change les collègues. Et si votre patron vous donne un milieu de travail moche, ben, dites-le que si vous ne changez pas le milieu de travail, on s'en va. Alors, pour moi, fondamentalement, la diminution de la mobilité, des fois dans les congrès, les gens disent « Ah, on va arrêter de voyager mondialement, il faut couper ça. » Alors moi, je crie foutaise, au contraire, utilisons la technologie, utilisons la recherche et transformons la mobilité. Mais ça ne veut pas dire qu'on ne peut pas diminuer certains déplacements impertinents ou inutiles. Il y a des façons d'améliorer la mobilité pour regrouper nos besoins de consommation en moins de lieux. Il y a la possibilité de rapprocher les lieux d'éducation, les lieux de loisirs de la maison, par exemple. Mais ceci, encore une fois, à mon avis, n'est pas de devenir un ermite dans son demi-sous-sol. Deuxièmement, outre diminuer la mobilité individuelle, c'est de diminuer plutôt l'impact écologique des kilomètres parcourus. Et c'est là où le bienfait potentiel est bien plus intéressant. Alors ici, par exemple, est-ce que c'est déplacer les déplacements qui se font en aviation vers le ferroviaire, par exemple? C'est une très bonne solution. Ou même diminuer le bilan écologique de l'aviation civile, c'est une autre très bonne solution. Mais aussi de diminuer l'impact écologique de tous les kilomètres qu'on parcourt dans notre vie, pas seulement dans l'interurbain, mais dans l'urbain aussi. Alors, comment est-ce qu'on diminue les besoins de déplacement? Tout simplement, c'est de diminuer à la fois le nombre de déplacements qu'on doit faire dans une journée et de diminuer la distance à parcourir. On fait cela en créant une chaîne de déplacement qui permet de réaliser plusieurs tâches, plusieurs commissions dans un même trajet. Et donc, par exemple, on marche de la maison, on laisse les enfants à la garderie, on fait 2 autres coins de rue, on ramasse un breuvage caféiné à notre torréfacteur indépendant ou corporatif préféré, et ensuite on saute dans le train. Quand on arrive le soir, on ramasse notre linge qu'on a envoyé au nettoyeur écologique, on retourne ramasser le souper, on dit « Oups, j'ai encore oublié les enfants à la garderie », on tourne de bar, on les ramasse et on marche à la maison. Et vous savez, c'est des choses des fois aussi simples, par exemple, que demander aux garderies qu'ils aient du stationnement poussette. Parce qu'un des problèmes qu'on a, c'est que les gens qui amènent leurs enfants à la garderie, des fois, à une distance de marche, qui ensuite, il y a le métro à côté ou le train de banlieue, mais là, sont pris avec leur dernier poussette. Est-ce qu'ils vont vraiment marcher le kilomètre et demi pour la stationner chez eux? Dans les quartiers urbains, là, entre autres à Montréal, à Longueuil, on en voit plein de verrouillés dans les racks à vélo. Mais bon, quand on a la poussette de luxe, on veut pas, c'est pas fait pour rester au soleil et à la pluie toute la journée. Donc, à partir de là, c'est mettre en place des mesures en urbanisme qui encouragent cette chaîne de déplacement-là. Un autre exemple, c'est d'encourager les vélos en libre-service, parce que le vélo libre-service, on peut le laisser là, leur prendre un autre, et si notre chaîne est différente, ça ne nous cause pas de problème de « Ah, zut, mon vélo est à 1,7 km en arrière, je vais marcher pour aller le chercher ». Et c'est à travers ces transformations fondamentales-là qu'on peut arriver à diminuer le nombre de déplacements qu'on peut faire. C'est aussi d'avoir plus de commerce de proximité. Un grand secteur qu'on peut faire une grande innovation, c'est au niveau de les épiceries. Au Québec, on a des épiceries qui sont énormes. Les gens qui ont déjà voyagé en Europe, là, on le connaît, là, on a les Carrefour Express, on a les Marks & Spencer Food. Ces petites épiceries qui sont à toutes les 500 mètres, 800 mètres sur les grandes artères, qui offrent à la fois du prêt pour manger, mais aussi les besoins en épicerie à tous les jours, dans des superficies qui sont humaines.
Moi, ça me décourage toujours d'aller à l'épicerie. C'est absolument ridicule le temps qu'on doit dépenser ici. Alors, deuxièmement, c'est diminuer l'impact écologique des kilomètres qu'on parcourt en tant que tel. Et la première étape, la plus importante, c'est diminuer l'impact écologique de la voiture. Et ici, un des problèmes qu'on a actuellement, on nous vend le rêve de la voiture électrique comme étant la solution à tous nos maux. Le problème avec cela, la voiture électrique, elle n'est pas si tant verte que cela. Une voiture de gabarit à essence qui se fait remplacer par une voiture de gabarit identique électrique, au Québec, va nécessiter là, environ 7 à 8 ans de service avant que le bilan carbone est compensé. Mais si on va dans bien des juridictions à travers le monde, même après avoir fait 700 800 000 kilomètres avec sa voiture électrique, le bilan écologique de la voiture électrique, elle est toujours aussi problématique. L'auto est toujours meilleure à essence. Et là, le problème, donc, c'est comment est-ce qu'on fait pour diminuer l'impact écologique de la voiture? Peut-être vous vous rappelez, il y a plusieurs années, on va mettre des guillemets à vedette. Paris Hilton s'était fait prendre avec son Hummer rose. Et puis, elle avait dit aux médias, « Ah non, non, mais c'est correct, c'est un Hummer hybride, là, tu sais, j'essaie de sauver la planète et tout ça. » Et puis, bon, il y a des journalistes qui étaient intelligents, puis ont fait des vérifications. Puis, premièrement, son modèle n'était pas électrique du tout. En fait, elle s'est excusée, puis après, elle a dit que, « Ah non, non, je voulais dire un à l'hydrogène. » un peu comme le Governator Arnold Schwarzenegger qui avait fait convertir effectivement le sien. Mais le problème, c'est que celui de M. Schwarzenegger, c'était, je pense, un des 2 ou 3 seuls aux États-Unis. Et on avait plein de photos de Mme Hilton qui mettait du gaz normal dans son véhicule, ce qui aurait évidemment détruit complètement un véhicule à l'hydrogène. Donc, à partir de là, c'est quoi les vraies solutions? C'est certain, l'objectif numéro 1, c'est de diminuer la taille des véhicules individuels. Hein? Vous savez, un des problèmes qu'on a, c'est que tout le monde achète le plus gros véhicule qui passe à la carte de crédit. Hein? Et ça, c'est un problème fondamental. On va au concessionnaire automobile, on dit qu'on veut une auto à 18 000 plus taxes, et on nous dit « Ah, mais vous savez, vous êtes préapprouvé pour 62 000 vous devriez augmenter de 4 tailles. » Alors, tu vois, ça, c'est quelque chose qui nous permet de sauver de l'argent et qui nous permet d'avoir un impact environnemental beaucoup plus important que l'électrification du parc automobile. Il se peut qu'avec le temps, au fur et à mesure que les métaux rares qui ne sont pas faits dans des camps de travail forcé dans plusieurs pays à travers le monde, avec des bilans écologiques absolument horribles pour fabriquer les batteries, qu'un jour, on va arriver à ce que la voiture électrique ait un meilleur bilan écologique. Le problème que l'on a, c'est même si la voiture devient électrique, le problème fondamental n'est toujours pas réglé. Parce que la voiture crée un mode d'occupation du territoire qui, lui, est fondamentalement consommateur de ressources. On prend par exemple le bitume des routes. Eh bien oui, hein, des routes électriques, pour des voitures électriques, ils ont quand même besoin du pétrole pour faire le goudron qui tient la garnotte qui fait nos rues. Ensuite, si vous voulez, au lieu de prendre du béton, faire vos routes, parfait, l'acier de la structure du béton vient d'acierie qui fonctionne principalement au charbon. Et puis, ton béton, il est fait principalement à partir de brûler du charbon. Donc, il n'y a pas nécessairement de solution facile de ce côté-là. Et donc, la solution, finalement, c'est de diminuer la taille de l'automobile, mais même si on diminue la taille de l'automobile, notre réseau routier continue à polluer et les formes d'occupation du territoire, que ce soit les centres d'achat avec les grands stationnements autour, voire même les maisons avec les 5 voitures stationnées en avant, ce modèle-là d'habitation, d'occupation du territoire est fondamentalement polluant. Donc, à partir de là, un mode urbain dense où tout le monde a sa voiture à essence est moins polluant qu'une banlieue où tous les gens ont une voiture électrique. Et donc, ceci, c'est le genre de choses qu'on doit remettre en question partiellement si on veut arriver à une transition écologique. Et une des façons de le faire, c'est de forcer les manufacturiers automobiles à vendre des voitures de petite taille.
Et ça, on le voit année après année, les manufacturiers arrêtent de produire des petites voitures, tout simplement parce que pour eux, elles ne sont pas rentables. Hein? Que ce soit Volkswagen, Toyota, Nissan, Mazda, tout le monde a abandonné ces sous-compacts. Pourquoi c'est pas rentable? Juste parce que c'est pas rentable, ça ne veut pas dire qu'il ne faut pas les avoir. Et en Europe, ils ont des modèles qui forcent les manufacturiers à avoir des voitures de petite taille sur le marché. Pendant ce temps-là, une voiture sur 9 vendue aux États-Unis est un Ford F-150 ou 250. Deuxièmement, c'est améliorer les transports collectifs. Et ici, on a la solution partielle au casse-tête qui va nous sortir de la crise qu'on a actuellement. On est dans un modèle actuellement où on rêve à nouveau du transport collectif, mais aussi on le voit. Peut-être moins à Laval, on le voit un petit peu avec l'arrivée du REM dans l'Ouest. Vous avez eu le métro récemment aussi en 2006. Mais il y a énormément de projets qui sont en construction, en planification, dont on pense au SRB sur P9 qui va bientôt être en opération sur le territoire lavallois. Mais aussi, il y a le prolongement du REM sur le territoire lavallois dans l'axe pour se rendre au carrefour Laval. Et sans oublier les projets de grandes lignes Est-Ouest sur le territoire lavallois. Et c'est à ce moment-là où les transports collectifs vont devenir un réel choix viable pour les Lavallois. Parce que tant et si longtemps que la voiture prend 4,5 fois plus de temps que prendre la voiture, eh bien, les gens vont continuer à prendre leur voiture. Troisièmement, c'est encourager les transports actifs et les alternatives à faible émission. On peut penser ici aux trottinettes électriques, aux roulis-roulants électriques, les espèces de unicycles bizarres là, qui ressemblent à un film de science-fiction qu'on voit aussi. Ce genre de mobilité-là, marché, pistes cyclables, tous ces équipements-là sont nécessaires. Mais il faut revoir nos pistes cyclables. Parce que des pistes cyclables qui sont faites pour des loisirs, pour le samedi puis le dimanche, qui font plein de croches, qui font le tour des parcs, c'est bien beau, là, mais ce n'est pas ça qui va être utile pour les gens qui veulent se déplacer. Les gens, pour leur vélo, ils veulent des pistes cyclables qui sont parallèles aux routes, qui sont droites, qui vont aux destinations importantes. Pour marcher, vous savez, c'est idiot, mais encourager la marche, ça veut dire mettre des bancs, ça veut dire mettre des poubelles, ça veut dire mettre des arbres, ça veut dire mettre des feux piétons. Et pourtant, dans les plans de transport, très rare est-ce qu'on parle de planter des arbres et de mettre des poubelles et mettre des bancs comme étant des éléments des plans de transport. Et pourtant, c'est les équipements qui sont nécessaires pour encourager la marche. Et la marche, c'est comme le vélo. Au fur et à mesure que la densité diminue, de moins en moins que la marche est utilisée pour faire des déplacements, mais plutôt faire du sport. On l'a vu en banlieue, dans les films, on le voit dans les comédies, on le voit en réalité, mais c'est le couple avec le même petit habit en nylon couleur homme, couleur femme qu'ils ont acheté chez Costco et qui font leur petite marche avec leurs haltères, qui font le tour du bloc. C'est bien pour la santé, c'est certain, mais au-delà de ça, est-ce que ça diminue votre impact écologique de votre mobilité? Malheureusement, la réponse, elle est non. Deuxièmement, c'est quoi les besoins de mobilité principaux des gens? Alors, premièrement, c'est se déplacer à l'intérieur de leur secteur, à l'intérieur de leur quartier. Deuxièmement, c'est se déplacer à l'intérieur de la ville de Laval. Troisièmement, c'est se déplacer vers les pôles secondaires de la région métropolitaine de Montréal. Et finalement, c'est se déplacer de manière rapide et efficace vers le pôle principal. Alors, les déplacements vers le pôle principal. Alors, le déplacement vers le pôle principal à Laval, il est quand même, considérant la distance à parcourir, relativement efficace. On a une ligne de train de banlieue, celle qui se rend jusqu'à Saint-Jérôme, qui dessert le cœur de l'île de Laval. On a, présentement, il est en pause à l'ouest de l'île pour être remplacé par le métro léger du REM. Et aussi, on a les 3 stations de la ligne orange. Ce qui fait en sorte que dans bien des secteurs lavallois, se rendre au centre-ville en transport collectif est malheureusement plus rapide que se rendre au cœur de Laval en transport collectif. Les déplacements vers les pôles secondaires, et c'est là où ça se garde pour les transports actifs et collectifs. Ils se font presque exclusivement en voiture. C'est les déplacements vers l'aéroport Pierre-Éliott Trudeau. C'est le déplacement vers les universités. C'est certain, à partir de Laval, se rendre à l'Université de Montréal, c'est pas si pire, mais une fois qu'on veut se rendre à l'UQAM, à McGill ou à Concordia, c'est digne d'une expédition de Compostelle.
Sinon, comment on se rend dans les parcs industriels? À partir de Laval, en transport collectif, se rendre dans le parc industriel de Mirabel, se rendre dans les parcs industriels de l'ouest de l'île de Montréal, ou encore pire, dans le parc industriel de Boucherville, ça devient encore une fois là, un chemin de pèlerin qui, tout simplement, les gens disent « ma vie est trop occupée, je n'ai pas le temps de faire ça ». Et pourtant, en Europe et en Asie, les gens se déplacent massivement dans le parc industriel en transport collectif. Et dernièrement, par exemple, justement, le pôle d'emploi Mirabel. Troisième catégorie de déplacement, c'est les déplacements intra-Laval. Et là, n'inquiétez-vous pas, là, il n'y a pas quelqu'un de la STL qui me fait des menaces ou qui tient mes bras derrière moi. Ce que je dis ici, c'est la vérité. La STL est malgré tout parmi les sociétés de transport d'Amérique du Nord les plus avant-gardistes en termes de desserte de transport collectif dans les banlieues. Peut-être vous trouvez qu'ils ne font pas assez. Sachez qu'ils sont à l'avant-garde. Ils sont les premiers à se doter d'un autobus électrique urbain à recharge au Québec. Voici le modèle auquel les gens de la STL faisaient allusion plus tôt aujourd'hui. La STL prévoit acheter uniquement des autobus électriques dès 2025. Et la Ville de Laval subventionne aussi, là, parenthèse, jusqu'à 400 $ pour l'achat de vélos à assistance électrique. Malgré tout, les déplacements à l'intérieur de l'île de Laval, on peine à convaincre les gens qui ont une voiture de la laisser à la maison et de prendre le transport en commun. Et ça, c'est malgré les investissements absolument phénoménaux que le territoire de Laval a vu. On peut penser, entre autres, sur le boulevard Corbusier, mais mon Dieu, on conduit là-dessus en voiture. Quand je l'ai vu pour la première fois, j'ai dit, mais mon Dieu, c'est des équipements de classe mondiale qu'on a ici. Et pourtant, les gens préfèrent la voiture. Et finalement, les déplacements, par exemple, dans ce cas-ci de l'écoquartier à Sainte-Rose, les déplacements à l'intérieur des quartiers. Alors, c'est encore une fois des déplacements qui sont trop malheureusement souvent axés sur les déplacements par voiture. Et c'est des déplacements actifs trop souvent qui sont sport et loisirs plutôt que pour la mobilité. Donc, là que j'ai déprimé un peu tous les gens qui nous écoutent ce soir, comment est-ce qu'on fait un écoquartier un succès et comment est-ce qu'ensuite on peut répandre la bonne nouvelle de l'écoquartier sur l'entièreté du territoire lavallois? Alors, la première chose qu'on doit envisager, c'est d'aménager le cœur de l'écoquartier afin de répondre au plus de besoins possibles via des services de proximité facilement accessibles en transport en commun. Si les services sont proches, les gens vont s'en servir. Si les gens s'en servent, ils vont être rentables et ils vont perdurer. Deuxièmement, assurer que l'aménagement des unités résidentielles encourage les transports actifs, les transports en commun et incite la décarbonisation de la mobilité individuelle. Trop de fois, je travaille sur des projets, par exemple, de tours à condos, et là, les architectes, là, on arrive, là, il faut mettre une case de vélo par unité de logement, et là, mon Dieu, c'est la fin du monde et tout ça. Et trop souvent, ils disent, parfait, on va visser un crochet sur le plafond du locker, puis les gens mettront leur vélo dans le locker. Bien, si leur vélo est dans le locker, il va rester dans le locker. Si on veut que les gens prennent leur vélo, il doit être facile d'accès, il doit être accessible, il doit être là. Et c'est ça la clé du succès. Et entre vous et moi, un vélo par unité d'habitation, c'est insuffisant. Et il faut aménager des espaces qui sont faciles, mais aussi qui permettent, entre autres, des petites remorques où on peut mettre les enfants en arrière et autre chose. Ensuite, il faut aussi repenser le modèle traditionnel des autobus de 40 pieds qui circulent 1 ou 2 fois l'heure sur les grands boulevards et qui nécessitent 2 connexions plus 3,8 km de marche. Ceci, ce n'est pas un service qui va inciter les gens de prendre le transport en commun. Moi, je dis toujours à mes étudiants, si la population qui n'a pas de voiture et qui ne peut pas s'en permettre une prend le transport en commun, c'est une chose, c'est une nécessité pour eux. Mais si on est capable de convaincre la personne de laisser sa BMW chez elle puis de prendre le transport en commun, là, on sait que ton service est de qualité et là, tu sais que tu as une solution gagnante de mobilité durable. Et finalement, c'est de construire un réseau de transport en commun structurant vers le pôle principal. Et
la part modale des gens qui se déplacent de Laval au centre-ville est quand même très honorable. On est, dépendamment des secteurs, plus de 60 %. Je veux dire, arrêtons de courir après des 2-3 % supplémentaires. Ce n'est pas là les vrais gains. Les vrais gains à faire, c'est vers les pôles secondaires et aussi avoir du transport en commun qui est performant à toutes les heures de la journée, pas seulement les 2h30 du matin et les 2h30 du soir. Et avec ça, on va créer une réelle révolution à Laval. Oui, oui, elle s'en vient. Parce que dans l'écoquartier, ce qu'on vise, c'est de réduire de 40 % le parc automobile, mais aussi de réduire de 60 % le kilomètre parcouru par voiture habituellement. Pour faire cela, il faut avoir des alternatives. Et c'est en produisant des alternatives de qualité que les gens vont dire, effectivement, la voiture, c'est plus de troubles que de marcher ou de prendre un transport en commun. Et cela, c'est là qu'on sait qu'on a réellement réussi. Il faut décarboniser la mobilité, c'est certain aussi. Alors, comment est-ce qu'on va créer cette révolution-là? Et ça va quoi être son impact? Eh bien, fondamentalement, on dit aujourd'hui aux Lavallois, on ferme le réseau routier, on vous arrache toutes leurs voitures, ça va mal. Parce que les équipements ne sont pas là, les infrastructures ne sont pas là, les habitudes de vie ne sont pas là. Mais si on construit une nouvelle ville qui permet cette transition, qui, un peu comme la COVID-19, qui va commencer dans un secteur et qui va s'étendre sur l'entièreté de l'île de Laval et qui va amener le bonheur, va amener l'amélioration de la